France 24, LCP, Public Sénat, présente. Bienvenue à Bruxelles dans les studios du Parlement européen pour débattre de l'état de notre économie européenne, à notre union à 27, qui doit composer avec des pays surendettés et relancer sa croissance et sa compétitivité en investissant massivement. Alors une équation bien sûr très difficile à obtenir dans le club des mauvais élèves. 7 pays se distinguent, placés en procédure de déficit excessif car ils dépassent le fameux seuil des 3% de PIB du pacte de stabilité. Parmi eux, bien sûr, la France, qui frôle dangereusement les 6%, avec un gouvernement de Michel Barnier qui promet un retour dans les clous au plus tôt en 2029. Et dans le même temps, Caroline, l'ancien patron de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, a rendu un rapport choc sur la compétitivité de l'Union. Il estime que les 27 devraient investir environ 800 milliards de plus chaque année, soit 5% du PIB européen, sans quoi, prévient-il, l'Europe décrochera de la course mondiale à l'innovation et est promise à une lente agonie. Seulement, le budget de l'Union européenne n'est pas extensible et pour l'heure cantonné à 1% du PIB. Alors, comment trouver de nouvelles ressources? Faut-il passer par un emprunt en commun sur les marchés? Les pays frugaux comme l'Allemagne se récrient déjà. Alors, nous sommes précisément en compagnie d'un Allemand, pas très frugal, Daniel Freund, puisque vous êtes du Parti des Verts, qui est au pouvoir dans la coalition d'Olaf Scholz, qui, elle, se révèle plutôt sur le plan européen un peu frugal. Nous sommes aussi avec un Belge, Marc Botenga, qui siège dans le groupe La Gauche, donc, qui revendique donc la fin de l'austérité, à l'inverse. Enfin, Stéphanie Yoncourtin, eurodéputée du groupe Renew, le groupe du président Emmanuel Macron. Stéphanie Yoncourtin, la France est donc parmi les plus mauvais élèves de l'Europe, 6% de déficit attendu. Paris a dû demander un délai pour sa trajectoire budgétaire de réduction des déficits et la France emprunte désormais à des taux plus élevés que la Grèce. Comment en est-on arrivé là ? Déjà, ça fait longtemps qu'on n'a pas de budget à l'équilibre. Je crois que le dernier budget à l'équilibre remonte à 1974. Donc, il y a eu une accumulation, effectivement, de difficultés. Et puis, il y a des raisons aussi liées aux différentes crises qu'on a connues. Cette fameuse politique du quoi qu'il en coûte a renforcé également ces difficultés financières. Pendant le Covid, où il y a eu un investissement massif de l'État pour protéger à la fois les employés, les personnes, les PGE pour les entreprises également, pour faire en sorte qu'elles ne mettent pas la clé sous la porte. Et puis également après la crise en Ukraine et le choc énergétique. Mais ces crises, tous les pays les ont connues, qui expliquent le dérapage de la France précisément. Ce qui explique le dérapage de la France, c'est que la France a continué derrière, peut-être en ne calibrant pas suffisamment certaines aides qui ont été très massivement généralisées. Et c'est vrai que la France a aussi peut-être cette habitude à la générosité. Il y a aussi des dépenses publiques massives, des services publics qui sont massivement aidés. Et là, on en arrive véritablement à une situation dont Michel Barnier, lors de sa dernière déclaration politique générale à l'Assemblée nationale, a dit que c'était une vraie épée de Damoclès et donc on est vraiment au pied du mur. Alors la France, elle inquiète en tout cas la zone euro, les marchés et en particulier votre pays, l'Allemagne, non ? Moi, je pense que le débat doit rentrer un peu plus dans le détail parce que dire que le déficit en soi, ou on pourrait dire aussi les investissements, c'est mauvais, je pense que ce n'est pas si facile que ça. Après, tout dépend de pourquoi on dépense cet argent. Est-ce que c'est un bon investissement dans le futur pour rendre nos économies moins émetteurs en gaz à effet de serre? Est-ce que c'est des vrais investissements dans le futur de notre économie, de nos populations ou pas? Et je pense que c'est ça ce qu'on doit regarder. Nous, l'Allemagne, on n'est pas en procédure de déficit,
mais on a l'infrastructure, les ponts qui tombent, on a les trains qui n'arrivent jamais. Donc de dire que nous, on n'a pas de déficit, mais on a une infrastructure dans un état déplorable, ce n'est pas non plus la solution, ni pour la France, ni pour l'Union européenne, je dirais. Alors je vous propose de regarder les chiffres des pays placés en procédure de déficit excessif par la Commission. Le plus élevé se trouve du côté de l'Italie, avec moins 7,4% du PIB, suivi de la Hongrie à 6,7%, puis de la Roumanie. La France arrive derrière et la Belgique clôt la marche avec 4,4%. C'est votre pays, Marc Botenga. Comment on l'explique? On a eu raison de laisser filer ces déficits au moment des crises Covid et de la crise énergétique? Mais tout d'abord, il faut voir de où vient aussi un déficit aujourd'hui dans le budget d'un État, parce qu'on parle toujours des dépenses. Il faut parler des rentrées. En fait, ce qui s'est passé de manière massive dans différents pays de l'Union européenne, c'est qu'on a toujours taxé moins les grandes multinationales, on a refusé par exemple de taxer les grosses fortunes, et du coup l'État dit « ouais mais moi je renonce parce que je ne veux pas trop », vous voyez ça avec des gouvernements, aussi le gouvernement Macron, c'était quoi le chiffre que le déficit, il y avait 1000 milliards je pense de déficit additionnel depuis le début de la présidence Macron. Donc en fait on voit que là, le refus par des gouvernements de droite, parfois des gouvernements de gauche, de taxer davantage les multinationales, les grosses fortunes, bien évidemment, c'est renoncer à des entrées. Et ensuite, on va aller voir les dépenses. Effectivement, dans les dépenses, ce n'est pas du tout les services publics qui coûtent trop cher ou dans lesquels il faut couper quand même. Est-ce que, enfin, je ne sais pas, peut-être en France que l'hôpital va merveilleusement bien, que les écoles, c'est la merveille, qu'il n'y a pas de problème dans la sécurité sociale. On entend le même discours en Belgique, qu'il faudrait couper dans le social. Non. Allons voir tout cet argent qu'on donne gratos aux grandes multinationales sans garantir qu'il y ait un investissement, des emplois, on donne des avantages fiscaux. Alors, c'est vrai que le débat porte d'ailleurs sur la taxation des grandes fortunes et en effet des grandes entreprises, que votre parti ne souhaite pas d'ailleurs, c'est clair. Mais la France, avec une telle contre-performance économique, on a parfois l'impression qu'elle rase les murs à Bruxelles. Qu'elle rase les murs, je ne sais pas. Après, effectivement, quand vous dites qu'on est le moins bon élève, on fait partie des moins bons élèves. Là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, il y a cette proposition de Michel Barnier lors de sa déclaration de politique générale, justement, qui émet cette piste de taxer les plus grosses entreprises et les plus gros fortunés, les personnes les plus fortunées, c'est en one shot, c'est-à-dire en une fois. On va voir ce qui va être proposé et puis finalement, ce qui se décidera au sein d'une majorité ou pas de députés nationaux, puisqu'on voit bien qu'il y a aussi cette fragilité politique qui fait qu'il faut s'entendre. J'entends tout à fait le fait qu'il y a aussi des recettes qui ont probablement manqué dernièrement en France, mais je vais revenir sur le sujet, c'est que bien sûr sur les services publics, en France, on est tous d'accord pour dire que ça ne fonctionne pas à la hauteur de ce qui est financé, donc je pense qu'il y a des choses à revoir. Ça ne veut pas dire forcément plus d'argent. Rallonger la sauce. On a compris votre raisonnement. Ça ne fonctionne pas aussi bien que ça devrait avec le même argent. Daniel Freund, c'est le commissaire Dombrovskis, un laiton plutôt rigoriste, poids lourd de la Commission, qui distribuera les bons et les mauvais points économiques dans les mois qui viennent. Il ne va pas faire de cadeaux à la France. Il ne faut pas en faire de cadeaux à la France. On a vu dans le passé que la Commission est très hésitante, surtout sur les États les plus grands. Si cette fois-ci, il va garder la ligne, je ne sais pas. Mais nous, en tant que Verts, on est assez critiques en fait, de ce pacte de stabilité dans son fonctionnement actuel. Tous les économistes nous disent, voilà, c'est une logique dépassée. Ça date des décennies et aujourd'hui, on sait que dire 60%, tout ce qui dépasse ça, c'est mauvais, et les 3% aussi, c'est une frontière absolue, c'est pas vrai. Pourtant, dans votre pays, il y a des tenants de la rigueur, beaucoup, notamment les libéraux. Mais il faut dire que le parti qui se prononce être le teneur de vigueur fait des scores à beaucoup moins de 5% ces dernières élections. Il y aura un débat en Allemagne aussi sur le budget et la nécessité d'investir. L'équilibre budgétaire est dans la constitution allemande tout de même. Oui,
Mais voilà, ça peut se changer. Et aussi, surtout, sur cette question de l'investissement contre le réchauffement climatique, la digitalisation, et je pense aussi, depuis l'invasion russe en Ukraine, sur la défense. Marc Botenga, peut-être sur cette règle des 3%, vous estimez qu'il faudrait la faire sauter ? Ah oui, elle est ridicule. D'ailleurs, elle a été suspendue pendant des années. À cause du Covid, justement. On est en train d'endetter les générations futures, vous répondrez. Non, parce que justement, c'est toute l'histoire sur les recettes et les dépenses, premièrement. Deuxièmement, parlons quand même un peu, parce qu'on parle d'un nouvel ordre mondial, avec montée de la Chine, les États-Unis qui essayent de s'imposer aussi face à l'Europe. Mais aucun de ces pays ne s'impose ces règles que nous imposons en tant qu'Union européenne. Donc nous faisons du mal aux travailleurs européens en cassant les services publics, en cassant l'infrastructure. Effectivement, essayer de prendre un train en Allemagne, c'est un désastre. Essayer d'aller en service d'urgence, je ne sais pas, dans un autre pays. Et je parle de mon pays aussi, les travailleurs souffrent de ces mesures d'austérité d'une part, et on n'aura peut-être même plus de pension si on continue comme ça. Et en même temps, on sape, on détruit la position économique de l'Union européenne au niveau mondial. Donc c'est complètement arbitraire et c'est contre-productif. Dans son rapport alarmiste sur le décrochage, parlons de cette économie mondiale, Mario Draghi conseille d'ailleurs un investissement massif à 800 milliards par an. La piste privilégiée est celle d'un nouvel emprunt en commun européen. Il y a eu effectivement un précédent au moment du Covid. Cela vous semble possible à nouveau, Madame Yoncourtin ? Je pense que parmi les pistes qui sont explorées, il y a celle-ci, effectivement, à regarder, mais elle va prendre du temps et on a vu que l'endettement commun pendant le Covid n'a pas été si simple non plus à faire et il y a des pays qui sont très réticents pour s'endetter à nouveau en commun. Parmi les autres pistes qu'a donné Mario Draghi, je pense, et ça c'est très important, c'est vraiment de faire en sorte qu'on ait une vraie union des marchés de capitaux, plutôt une union d'épargne et de l'investissement, parce que c'est la deuxième jambe et c'est vraiment comment on injecte de l'argent frais dans la nouvelle économie, notamment un sujet que je porte qui est la stratégie d'investissement de détail qui permet finalement, à partir de l'épargne massive des citoyens européens, de rerouter, réorienter cet argent vers justement, notamment éventuellement de la retraite pour toute personne. En France, par exemple, la fonction publique le fait déjà pour une partie, c'est un peu de la retraite par capitalisation, mais en tout cas, c'est de l'argent qu'on met de côté et qu'on va pouvoir réinjecter soit dans l'économie réelle, soit justement pour permettre aux gens de partir à la retraite et avoir une retraite décente et pour toute personne. Alors Daniel Freund, sur cette idée de relance de l'investissement, dans votre gouvernement tripartite en Allemagne, les libéraux ne veulent pas entendre parler de ce nouvel emprunt sur les marchés. Est-ce que l'Allemagne ne bloque pas toute capacité d'investissement de l'Union européenne ? Pour le moment, malheureusement, oui. C'est le ministre des Finances des libéraux qui bloque tout. Mais je pense que ça devient de plus en plus une question de survie pour l'Europe. On voit que pendant longtemps, l'Union européenne, pris ensemble, les 27, étaient sur la même trajectoire de croissance que les États-Unis. Et au début des années 2000, c'est là que ça s'est décroché. Et c'est surtout l'investissement public qui n'est pas venu en Europe. On a réagi à la crise financière avec de l'austérité. On a perdu encore 10 ans ou plus avec trop peu d'investissement. Et on le voit aujourd'hui que les États-Unis nous ont largement dépassés. D'autant que le budget de l'Union ne le permet pas. Pour 1% du PIB des 27, c'est tout petit. Évidemment. Mais si on veut avoir cet investissement, la capacité d'emprunter, c'est surtout à l'échelle européenne. Et ça fait aussi beaucoup plus de sens, parce que si on veut lutter contre le réchauffement climatique, si on veut être encore un peu compétitif sur les grandes technologies, si c'est l'intelligence artificielle ou autre, les véhicules électriques, on ne peut pas y aller chacun pour soi, les 27 font leur petit truc. Le Luxembourg, la Belgique, même l'Allemagne, on ne va pas faire compétition à la Chine ou aux États-Unis. Donc la seule solution de faire ensemble, d'investir ensemble, là, on a une chance de compter encore dans ce monde. Alors Marc Botenga, précisément, le rapport Draghi cible une dizaine de secteurs pour concentrer les efforts de compétitivité. Afin de rester dans la course, on parlait de la Chine et des États-Unis. La défense, le spatial, l'automobile, est-ce que ça vous convient finalement? Est-ce que c'est là qu'il faut investir ces 800 milliards par an, ou est-ce que vous trouvez que c'est trop réducteur? Je pense qu'il y a la première priorité de Mario Draghi, c'est l'énergie.
Donc, et là où il a raison, c'est qu'effectivement, les prix de l'énergie ont explosé aussi pour l'industrie au niveau européen. Et les États-Unis en ont profité tout de suite pour dire oui, mais venez chez nous, l'énergie coûte moins cher. Donc ça, je pense qu'il faut le faire. Après, Mario Draghi, il ne sort pas de la logique du marché. C'est-à-dire qu'il va dire donnons un peu plus d'argent à ces secteurs, mais surtout au niveau privé. Tandis que ce qu'il faut, c'est l'investissement public aussi dans des services publics. Ici au Parlement européen, on a débattu longtemps, est-ce que c'est normal qu'on laisse nos médicaments, nos vaccins dans les mains des pharmaceutiques privés? Ou est-ce qu'il faudrait une infrastructure publique là-dessus? Les transports aussi, l'énergie aussi, tout a été libéralisé, tout a été privatisé souvent. Et qu'est-ce qu'on voit? Que finalement, les citoyens, la démocratie a moins de contrôle sur nos services, qui délocalisent ou augmentent le prix. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un peu un effort en disant nous reprenons le contrôle et nous investissons publiquement? Ça, c'est bon pour la compétitivité, ça. Écoutez, vous voulez être compétitif sans avoir des chemins de fer qui roulent? Stéphanie, quand on le voit, ce débat sur l'investissement public et l'investissement privé, il y a besoin des deux. L'investissement privé ne peut pas forcément répondre, par exemple, aux enjeux de souveraineté et d'autonomie. Non, bien sûr. Je pense que la compétitivité, c'est finalement cette personne, ce géant, qui va marcher sur ses deux jambes. Privé et public, ou public et privé. L'un ne va pas sans l'autre. Malheureusement, il n'y a pas d'argent public magique. Et donc, effectivement, il est nécessaire, alors on a parlé de 800 milliards par an, mais en fait, le besoin d'investissement est massif, vous l'avez dit, pour la double transition, le numérique, pour l'écologie, pour peut-être demain la défense également. Et donc, pour ça, et pour agir en européen, parce que je suis convaincue aussi que tous ces défis ne peuvent être relevés qu'au niveau européen, par rapport à d'autres grosses forces étrangères, comme les États-Unis ou la Chine, eh bien, il faut le faire massivement. Alors, un emprunt commun, pourquoi pas, mais pas que. C'est-à-dire que je pense véritablement qu'il est essentiel, véritablement, que les entreprises puissent aussi être reconnues comme des moteurs à travers un meilleur marché des capitaux. Et puis, les citoyens également doivent pouvoir prendre part, pour ceux qui le souhaitent. On le voit, en Europe, il y a une culture de l'épargne et pas une culture de l'investissement. Est-ce que, finalement, ce qui n'est pas une solution, ça serait l'impôt européen? Il n'y a peut-être pas de tabou, un impôt européen. Nécessité absolue, parce qu'on a emprunté pour relancer l'économie suite au Covid. Et pour le moment, il n'y a pas de plan comment on repaye cette dette. Et si ça se passe du budget normal de l'Union européenne, on va en fait arrêter toute activité de l'Union. On va arrêter les subventions agricoles, on va arrêter les fonds structurels dans les régions un peu défavorisées. Donc, s'il n'y a pas de revenus, ça va être le chaos pour la politique en Europe. Demain, on ferme. Merci à vous d'avoir très bien illustré ce débat économique. Merci Caroline. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur nos antennes pour plus d'informations.